Donc, nous passons directement aux besoins. C'est le chapitre 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque être humain, depuis sa naissance, a certains besoins. C'est un état spécifique à l'être humain. Nous sommes nés avec une fragilité, avec une sensibilité et avec des manques que nous ressentons. Lorsqu'il y a ce manque, on veut absolument le satisfaire. Donc le besoin est un manque à satisfaire. C'est un manque, je ressens un manque, c'est un vide. J'ai envie ou j'ai besoin de cette chose-là. Donc, lorsque je suis née, j'ai des besoins en tant qu'enfant. Je grandis, j'ai d'autres besoins en tant que jeune femme ou jeune homme. Je grandis encore, j'ai d'autres besoins. Donc, c'est lié à quoi? À ma situation professionnelle, à ma situation, je suis célibataire ou mariée. Ça change. La situation matrimoniale change. Quand tu es une maman, tes besoins changent. Tu as plus besoin de couches, de lait, etc. que de sacs de luxe. Mais quand tu es une jeune célibataire, tu as d'autres besoins. Tu réfléchis à autre chose. Donc, la situation familiale détermine les besoins. La situation géographique, lorsque tu habites dans un pays très froid au nord de la planète, il y a d'autres besoins. Madame, il fait très froid, j'ai besoin de manteau, j'ai besoin de certains besoins. Donc, est-ce que le besoin est unique ou il est multiple? Il est multiple en fonction de l'âge, la variable âge, et en fonction de la variable socio-professionnelle, et en fonction de la variable géographie ou bien localisation. D'accord. Bien sûr, à chaque fois que je suis dans un environnement ou un milieu, je vais développer des besoins différents. Tout de suite, tu es un étudiant. De quoi tu as besoin? D'un stylo, d'un cahier, d'un cartable. Ce sont des besoins complémentaires qui vont compléter, parce que tu as besoin aussi d'une trousse. Tu as peut-être besoin d'un PC, d'un téléphone. Suite à quoi? Madame, je suis arrivée à un âge où je suis étudiant. Donc, c'est la variable âge. Madame, je suis un étudiant, je me prépare pour la vie professionnelle. Donc, c'est une situation professionnelle. N'oubliez pas qu'il y a certaines variables qui sont en interrelation avec le besoin. Je répète, quelles sont ces variables? La variable âge, la variable situation familiale et la variable géographie et la variable socio-professionnelle. Ça marche? D'accord. Il y a la dernière variable qui est l'environnement. Lorsqu'il y a un environnement de guerre, ce n'est pas un environnement stable. Lorsqu'il y a un environnement de guerre, j'ai certains besoins spécifiques. J'ai besoin de me protéger, de rester vivant, de l'eau. Je ne vais même pas penser à un stylo et une feuille. Par contre, lorsque je suis dans un environnement stable, j'ai d'autres pensées au niveau carrière, objectif. Karl Marx, dans ce sens, nous définit le besoin comme suit. C'est la capacité de consommer. Mais il s'agit d'une intention de satisfaire cette exigence. J'ai un manque et je suis capable de consommer. Et je dois, dans cette consommation, ressentir une satisfaction. Pourquoi je dois la ressentir? Pour que ce manque n'existe plus, ne puisse plus exister, et que je donne une naissance d'un nouveau besoin ou d'une nouvelle envie. Il faut qu'on fasse une légère différence entre un désir, un besoin et une demande. Vous vous rappelez, je vous avais déjà fait la différence entre une envie et un besoin. L'envie est passagère. J'ai envie d'une glace, maintenant, tout de suite. Dans 20 minutes, je n'ai plus envie. L'envie, c'est une émotion, un sentiment qui peut venir et disparaître. Mais il n'est pas vital, il n'est pas très important. Il n'a pas une relation avec ma survie, avec mon équilibre. Par contre, le besoin, madame, j'ai froid, j'ai besoin de me couvrir. Tu peux tomber malade après si tu n'es pas couvert. Tu peux avoir de sérieux problèmes de santé. Donc, qu'est-ce qui détermine vraiment la consommation? C'est l'envie ou le besoin?
Le besoin, c'est lui qui pousse le consommateur à vraiment passer à l'acte d'achat. L'envie peut pousser le consommateur à l'acte d'achat, mais pas toujours. Par contre, le besoin pousse presque toujours le consommateur à l'acte d'achat. Les deux participent à la consommation, mais il y a une différence de priorité. Quel est le facteur le plus prioritaire? C'est le besoin. Après, il y a le désir ou l'envie. Après, il y a la demande collective. Une simple consommation fréquente, répétitive. Et cette demande de ce consommateur va être croissante. Pourquoi? Parce que même si je n'avais pas d'envie et je n'avais pas de besoin, grâce au marketing, on peut créer cette envie qui va se transformer en réel besoin. Tu es à la maison, tu es tranquille, tu n'as aucune envie. Tu regardes un film simplement, gentiment. Tu as déjà mangé à midi et tu as décidé de voir un film. Au milieu du film, ils te mettent 2-3 publicités qui se ressemblent autour de la nourriture. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu dis, j'aimerais bien regarder le film, mais avec une petite assiette dans laquelle il y a quelque chose. Mais tu viens de manger. Oui, mais je ne sais pas, j'ai une petite, quoi? Une petite envie. Mais tu viens de manger, oui, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que tu viens d'être manipulé avec les deux publicités. Et si tu n'envisageais même pas de sortir, peut-être que tu vas t'habiller rapidement, descendre, ramener quelque chose, alors que tu viens de manger et tu n'en avais pas vraiment besoin. N'oublions pas aussi que les ressources financières jouent dans la consommation et dans la satisfaction de ce besoin. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas satisfaire mes désirs, ni mes besoins. Qu'est-ce qui va se passer? Une frustration. C'est quoi une frustration? C'est une colère interne qui va me pousser à réfléchir à tous les moyens pour pouvoir gagner cet argent. Donc ça peut devenir un système de motivation. Qu'est-ce qui te pousse à venir chez moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à venir chaque jour aujourd'hui à la faculté? Pourquoi êtes-vous là chaque jour? Simplement pour être cultivé. Pourquoi? Pour obtenir un diplôme. Et ce diplôme, pourquoi? Pour la simple satisfaction personnelle. Pour travailler. Et pourquoi tu vas travailler, partir chaque jour, te réveiller chaque jour, les embouteillages? Pour money. Et pourquoi cet argent? Tu n'es pas satisfait de l'argent lui-même. Tu seras satisfait de la consommation que tu utiliseras avec cet argent. Regardez maintenant, vous créez des motivations maintenant et vous galérez, vous souffrez et vous supportez pour satisfaire un besoin de consommation. Pourquoi? Parce que vous recevez tellement des images, vous recevez tellement des paroles, vous recevez tellement une sorte d'influence et de manipulation que vous êtes maintenant formaté achat, consommation. Puisqu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir, je voudrais bien, madame, acheter cette voiture. Mais madame, je ne peux pas actuellement. Donc, madame, je vais tout faire, je vais être motivée, je vais étudier, je vais avoir un diplôme. Regardez comment. Le marketing peut créer une motivation. L'entreprise est gagnante, elle va vendre ses produits. Toi, tu es gagnant, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas créer une stabilité financière. Tout le monde est dans un système win-win. Ici, je vais faire référence à un auteur que nous connaissons, que nous avions étudié en première année. Abraham Maslow, vous vous rappelez de lui? Lorsque nous disons Abraham Maslow, c'est quelqu'un qui s'est concentré sur les différents besoins d'un consommateur ou d'un être humain. Chaque être humain entre nous a différents besoins, mais il y a des besoins prioritaires, des besoins secondaires, des besoins d'estime. On va essayer de les voir. Il les a organisés sous 5 formes. Chaque être humain, les premiers besoins, les plus importants, sont des besoins physiologiques. Donc, chaque être humain pense d'abord et avant tout à la survie, à se nourrir, à s'habiller, à se vêtir pour se protéger du froid et à un logement.
Les besoins de sécurité, tu as besoin de te sentir protégé physiquement et moralement. Les troisièmes besoins, tu as besoin d'appartenir à une équipe, appartenir à une famille, que tu ne restes pas seul. Lorsque tu es seul, tu peux avoir toutes les idées noires ou toutes les idées négatives qui peuvent te faire du mal. Mais quand tu es avec une équipe, tu peux faire un travail avec eux, être motivé et tu auras cette reconnaissance. Ils vont reconnaître ton effort et c'est grâce à cette reconnaissance en te disant oh, « Bravo, tu es magnifique, tu es vraiment positive, tu as de l'énergie magnifique, tes résultats sont extraordinaires. » Grâce à cet encouragement, tu vas gagner de la confiance en toi, de l'assurance. Tu vas te sentir aimé, respecté et c'est important pour ton équilibre mental. Le besoin suivant, c'est le besoin d'estime lorsque tu vas sentir que tu as un rôle. Tu n'es pas une charge sociale, mais tu as un rôle social. En tout cas, vous avez remarqué que ces 5 besoins sont pris en considération lors de l'étude et les enquêtes terrain menées par les marketeurs. Je peux passer? Nous les avions déjà étudiés. C'est juste un rappel. Oui? Quel est le mot que vous n'arrivez pas à voir? Pardon? Avant? Le dernier point ou la dernière phrase? Ses besoins d'estime, se sentir respecté par son entourage, réussir socialement. Réussir socialement. Psychologique, parce que les gens vont te respecter, tu auras un rôle social, tu participeras à la vie économique, donc il y a la satisfaction produit et la satisfaction psychologique. Je peux passer? Alors, si je vais retenir pour le marketing 3 grands besoins, ça va être les besoins de sécurité et les besoins physiologiques, les besoins d'estime et d'appartenance et le besoin pour pouvoir s'accomplir. Le marketing va attaquer ces 3 champs et il va innover, il va rentrer en concurrence pour offrir aux consommateurs un produit adapté à ces 3 types de besoins et un produit qui mènera le client ou le consommateur à une pleine satisfaction. Il faut qu'il soit satisfait pleinement. Ça ne se voit pas ici malheureusement, mais j'ai mis ici c'est des voitures de luxe. Toute la zone que vous voyez ici, la petite image que j'ai mise ici, c'est des Ferrari et des Lamborghini. J'ai mis en haut une image de personne qui tient le téléphone et ici une image de personne qui manipule tout ce qui est les images 3D. Pourquoi? Parce que en marketing, on parle d'évolution comme nous l'avions signalé, mais on parle d'évolution même du besoin du consommateur lui-même. Certainement, avec votre génération, quand vous allez grandir, et vos enfants, vos petits-enfants, il y aura un choc au niveau révolution et non pas uniquement une évolution. Donc ça te pousse à quoi? Lorsque tu mettras les pieds en entreprise, si tu choisis le métier de marketing, métier de marketeur, tu dois partir en entreprise avec une offre nouvelle, avec des propositions nouvelles. Et je vous conseille, chers étudiants, si le marketing vous intéresse, à lire le maximum, chercher les informations qui se passent sur la planète et surtout avoir une curiosité pour voir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays et vous inspirer. Parce que le jour où vous passez un entretien, la première question qu'on pose à un marketeur, c'est « Qu'est-ce que vous avez à nous proposer de plus ?» Vous puissiez comprendre. On crée ce besoin nouveau qui n'existait pas et on parle de motivation hédoniste. Qu'est-ce qu'une motivation hédoniste avec H? Ça ne se voit pas sur l'écran. C'est H-E accent D-O-N-I-S-T-E. Une motivation hédoniste, vous pouvez noter. Oui. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas qu'il a un besoin. Est-ce qu'il a un besoin?
Je ne pense pas. Mais une marque de voiture de luxe veut avoir Ronaldo comme consommateur. Elle peut jouer sur certaines caractéristiques ou options que Ronaldo n'a pas dans ses voitures déjà et lui faire une offre. Un prince ou une princesse peut être contacté par une entreprise pour lui offrir un produit qu'il n'a pas avant. Une bague en diamant différente, une robe avec des pierres précieuses qu'il n'a pas auparavant, c'est une offre. L'offre, elle est étudiée. Si elle est intéressante, on peut venir voir. C'est la même chose qui s'est passé pendant le coronavirus. Il y a des personnes qui ont personnalisé, même au Maroc, les masques. Tu peux avoir un masque, mais avec la première lettre de ton prénom ou avec une petite fleur. Vous avez vu ça? Pendant le coronavirus, les masques n'étaient pas uniquement bleus ou noirs. C'était personnalisé, jusqu'au point où la maladie ne faisait plus peur et le masque ne faisait plus peur. Il était assorti avec le vêtement. Vous avez déjà acheté des masques comme ça? Masque tigre avec une chemise tigre, masque rouge avec la chemise rouge. Vous avez fait ça? Vous avez acheté que des masques bleus? C'est vrai? Masque fleur avec une chemise fleur? Non? Il y a eu une personnalisation pour banaliser la peur et rester dans la mode, malgré la peur. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Regarde. Recherche de plaisir personnel. Lorsqu'on motive un consommateur, on touche la case qui s'appelle plaisir. Ce n'est pas vraiment un besoin, ni une réelle envie, c'est juste un plaisir. Donc la motivation hédoniste avec HE accent, axe son attention sur les plaisirs personnels. Et bizarrement, les gens achètent les choses les plus chères par plaisir, pas par besoin. Tu peux avoir besoin d'un jean. Le jean va coûter 200 dirhams. C'est un achat correct. Mais si tu pars à Morocco-Mall et tu vois un jean à 1000 dirhams, c'est juste un plaisir. Donc les gens consomment plus par plaisir et non pas par besoin ou par envie. J'ai mis ici hédoniste, c'est la recherche de plaisir personnel. Le deuxième mot, c'est oblative. La motivation oblative. L-A-T-I-V-E. Oblative. C'est différent. Écrivez ce que c'est si vous n'arrivez pas à voir. C'est le plaisir d'offrir. Le plaisir d'offrir. Tu n'achètes pas seulement pour toi, mais tu vas acheter pour ta maman, ou tu vas acheter pour ton papa, ou tu vas acheter pour ta fille, ou pour ton fils, ou tu vas acheter pour le service. Quand une maman passe à côté d'une boutique et elle voit des petits mannequins avec des vêtements de bébé, le plaisir d'acheter pour son fils ou pour sa fille est créé directement à travers juste le mannequin dans la boutique. Personne ne lui a écrit « Madame, il faut acheter pour votre enfant ». Donc, il y aura une motivation de cette maman pour pouvoir passer à l'acte d'achat. Il s'agit de motivation oblative. Le troisième, c'est auto-expression. Auto-expression, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'achat pour montrer son image. Imaginons que tu travailles dans une banque, tu ne peux pas partir avec un jean déchiré. Donc, tu dois veiller à ton image. Qu'est-ce que tu vas mettre comme vêtement? Un costume, une cravate, une chemise blanche, oui ou non? Donc, tu seras motivé à passer à l'achat d'un costume alors que toi, tu n'aimes pas les costumes. Tu es quelqu'un de sportif, tu es très à l'aise avec ton jean. Toute ta vie, tu as mis des jeans. Et pour la première fois, tu sais que tu es devenu un salarié dans une banque. Tu dis, Madame, je dois faire attention à mon image. Donc, c'est une motivation auto-expression pour que ton image exprime ton statut, que ton image reflète ton statut. La motivation maintenant, émotionnelle. La motivation émotionnelle, c'est clair,
ça touche nos émotions. Quand nous sommes passionnés par quelque chose, parce que c'est un achat passionné, et il n'y a pas de logique, c'est uniquement subjectif. Les gens qui sont passionnés de chasse ou de pêche vont faire un achat d'une canne à pêche ou d'un fusil de chasse. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi tu vas l'acheter? Mais ça ne va pas, tu vas perdre ton argent. La famille peut le convaincre de ne pas l'acheter, mais lui va l'acheter uniquement parce qu'il est passionné. Est-ce que vous avez compris? Vous avez une passion et vous perdez votre argent sur cette passion? Oui? Non? Par exemple? Les livres, c'est bien, c'est une bonne passion. Les autres? Les accessoires? Oui, ça peut être une passion qui te crée une autre satisfaction, qui est une satisfaction psychologique. Oui? Des critères subjectifs qui ne sont pas basés sur la raison. La raison dit que c'est une dépense. Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas un vrai besoin. Tu me dis, madame, je sais que je dépense mon argent. Je sais que c'est un achat non logique. Mais je le fais quand même parce qu'il me crée une satisfaction psychologique. Les gens qui font les petites sorties en forêt et qui peuvent dormir dans une tente en forêt, ils ont tout un matériel qu'ils achètent et ils dépensent leur argent pour vivre la belle vie forêt, randonnée, sortie. En tout cas, il y a différents types, vous avez remarqué, de consommation. Alors, la motivation rationnelle, ça vient de raison. La raison, c'est quoi la raison? C'est la logique. Un achat rationnel est égal à un achat purement logique. C'est le contraire de émotionnel. Ici, c'est le cerveau qui parle. Tu calcules avant de dépenser. Ici, les critères sont très logiques. Les critères sont objectifs. Lorsque tu réfléchis à acheter un lave-linge ou une machine à laver ou un four pour la maison, tu ne penses pas à l'acheter aujourd'hui et demain tu réfléchiras encore. Tu as fait un achat dans la durée pour avoir une garantie dans le maximum d'années. Tu cherches les fonctionnalités, tu cherches la marque, tu fais toute une enquête pour détecter le meilleur du meilleur. Voilà, la motivation suivante ou le point suivant, c'est la motivation du consommateur physiologique. Mais cette motivation, elle est physiologique, elle a une relation avec le physique, avec le corps. Tu achètes des produits spécifiques, comme je vous ai dit, pour les personnes atteintes d'une maladie, ils vont s'orienter à acheter un produit spécifique. D'ailleurs, dans les supermarchés, nous retrouvons toujours un rayon bio, un autre rayon sans sucre. Est-ce que vous faites attention à cela? Du fromage sans sel, du beurre sans sel, la confiture sans sucre, au lieu du pain, des biscottes. Ce sont des produits uniquement, soit pour sportifs qui font attention, soit pour des personnes qui ont le diabète, soit pour des personnes qui font attention à leur ligne, à leur régime, mais ce sont des besoins spécifiques. Quand tu rentres dans une boutique de whey, vous connaissez la whey? Pour les gens qui font de la musculation et qui font attention à leur corps. Eh bien, c'est une consommation qui vient d'une motivation physiologique. Il n'est pas obligé, mais il le fait parce qu'il maintient son corps. Et la dernière motivation, c'est la motivation psychosociologique. Ici, nous avons la variable société. Pour que je fasse attention à mon image et à mon appartenance sociale, pendant Ramadan, comment tu t'habilles pour que tu appartiennes à une société? De façon traditionnelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est obligatoire? Mais quelle est la motivation qui te pousse à mettre une djellaba? C'est une motivation pour que psychologiquement tu te sentes bien dans une société. D'accord. Donc nous venons d'étudier les 5 motivations du consommateur: hédoniste, émotionnel, rationnel,
physiologique et la motivation psychosociologique. D'accord. Par contre, il y a certaines fois où la motivation n'est pas là et la consommation ne s'effectue pas. Il y a un blocage, il y a un frein. Alors, quels sont ces freins à la consommation? Qu'est-ce qui peut poser problème? Il y a des forces conscientes ou des forces inconscientes. On en a conscience ou bien on n'arrive même pas à les détecter, qui vont empêcher l'acte d'achat. Nous allons les découvrir à présent. Alors, la première classe des freins à la consommation, ce sont les freins culturels. Notez avec moi, les freins culturels. Quand ton éducation familiale t'empêche d'acheter un produit, ta mère te dit « je ne veux pas que tu bois de l'alcool ». Toi, tu es une fille, tu as 19 ans, ta maman, elle te dit « je ne veux pas que tu achètes des cigarettes ». Tu lui dis « mais maman, j'ai envie de fumer ». Elle te dit « non ». Dans notre culture, les filles ne fument pas. Quelle est sa référence? Qu'est-ce qu'elle a utilisé dans sa phrase? Dans notre culture. Donc, c'est la culture ou l'éducation qui devient une barrière, qui devient un frein. Ça peut être la culture individuelle ou la culture familiale. Il y a plusieurs produits que tu peux consommer, mais parce que ton éducation familiale t'empêche, donc tu ne seras pas motivé à aller les consommer. Donnez-moi des exemples. Moi, j'ai dit l'alcool, la cigarette, quoi encore? Que votre famille vous empêcherait de consommer. C'est interdit. Qui l'interdit? Madame, je ne peux pas faire rentrer ce produit à la maison. Donnez-moi des exemples. La cigarette électrique. Si tu rentres, ton père ou ta mère font un scandale. Donnez-moi d'autres exemples. Interdit à la maison. Indomie? D'accord. Indomie interdit. D'autres produits? Charcuterie? D'accord. D'autres produits? Interdit, impossible de les acheter? L'alcool. D'accord. Ok. Je pense que ce point est clair. Je vais passer. Le deuxième frein est un frein, pas seulement ta famille, mais c'est toute la société qui interdit cette pratique, c'est ton appartenance sociale. Qu'est-ce qui est interdit au niveau marocain? Quand tu sors dans la rue, impossible d'acheter ce produit, impossible de faire cette... Ce n'est pas uniquement ta famille qui devient une barrière, mais c'est tout le quartier ou toute ta société. Est-ce qu'il y a des produits interdits socialement parlant? Si quelqu'un te voit dans la rue, tu risques d'être agressé ou... Donnez-moi des exemples. Et qui peuvent être, on va dire, admis ou approuvés dans d'autres cultures ou dans d'autres sociétés. Mais dans notre société, c'est interdit. Je parle de consommation. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas consommer dans la rue? Pardon? Pendant le mois de Ramadan. Oui, socialement parlant, ce n'est pas possible. Donc ça peut être un frein. La culture, la religion, la société. D'accord. Il y a des freins physiques. Des freins physiques, c'est-à-dire que si tu donnes ce produit à ton corps va tomber malade. Ta maladie peut être un frein à la consommation. Tu dis, madame, si je mange ce produit, soit je vais tomber malade ou je vais avoir une intoxication. Mon corps ne supporte pas ce produit. Soit tu as une allergie, soit ton corps le refuse. Il y a des gens qui ne supportent pas les crevettes, il y a d'autres qui ne supportent pas les gâteaux au beurre, trop de beurre. Chacun de nous a une sensibilité. Donc c'est un frein purement physique. Est-ce que vous avez certains freins physiques dans cette classe? Comme par exemple les crevettes. Ah, les autres? Quoi? Le lactose, oui. D'autres personnes? Oui. Les produits laitiers aussi. Oui. Les autres?
Non, des produits de consommation. Je passe. Il y a des barrières financières. J'ai envie d'acheter ce produit, mais madame, son prix est très élevé. La barrière, c'est le prix. Il y a l'envie, il y a le besoin, mais l'acte d'achat, ce n'est pas possible parce qu'il y a la barrière du prix. Il y a d'autres facteurs psychosociologiques qui sont liés à notre psychique, à notre ressenti, à nos émotions. C'est la peur. La censure, c'est quoi la censure? Ce sont les interdictions. Il y a des sociétés où tout est interdit, rien n'est permis. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y avait l'interdiction que la femme conduise une voiture. Vous le savez. Elle peut avoir une voiture magnifique, 2, 3 voitures, mais elle ne peut pas les conduire. Il fallait toujours avoir un chauffeur pour qu'elle puisse conduire. Ce sont des barrières. Censure veut dire des barrières ou des interdictions sociales. Les inhibitions, ça veut dire c'est impossible, madame, que je fasse ça. C'est impossible. Je ne peux même pas y réfléchir. Je passe maintenant, toujours dans cette consommation, motivation, à certains critères du marketing que nous avions déjà expliqués, mais que je rappelle rapidement. Toujours dans le besoin, dans la détection du besoin. Lorsque je veux détecter le besoin, lorsque je veux répondre aux besoins de mon consommateur, je dois faire attention au marketing mixte. Nous avions déjà noté les caractéristiques du marketing mixte. Lorsque je vais joindre l'utile à l'agréable, je vais mixer 4 stratégies. Je fais attention à mon produit, on va avoir un chapitre spécial produit. Donc, je fais attention à mon produit et qu'il corresponde au pouvoir d'achat, qu'il n'y aura pas de frein, qu'il arrive à motiver réellement le consommateur pour que je ne produise pas quelque chose qui n'a aucune relation avec le besoin exprimé. Vous vous rappelez, on les avait déjà notés, the place, l'endroit où je vais commercialiser. Par exemple, on reste au Maroc uniquement, on ne va pas partir très loin. Est-ce que tous les Marocains s'habillent de la même façon? Donc, une fille de Casablanca, c'est un petit soldat, une fille de Casa. Pourquoi? Elle court pour aller à la faculté, pour aller dans ses engagements professionnels. Elle est habillée comment? Généralement en jean et basket, oui ou non? Est-ce que le vêtement est choquant? Est-ce qu'il est choquant? Non, il est tout à fait naturel, parce que la fille de Casablanca est une fille qui court à des engagements, soit de formation, soit professionnels. La même catégorie d'âge, 19, 18, 20, 21, 22, la même catégorie d'âge, mais une fille qui habite au Rif. Le Rif, ça fait partie du Maroc. Est-ce qu'elle a le même vêtement? Non. On part au petit village de Casablanca, du Maroc, on part au nord. Elle n'aura pas le même vêtement, ou le sud du Maroc, à Sousse, à Tafilet, etc. Comment les gens s'habillent là-bas? De façon plus tradie et conserve, oui, parce qu'ils conservent encore les traditions. D'accord, donc de place c'est très important. Si toi tu veux ouvrir un magasin de vêtements, tu ne vas pas partir l'ouvrir dans un endroit où il y aura une baisse au niveau de la consommation, mais tu vas choisir l'endroit où il y aura une forte consommation parce qu'il y a une forte demande qui correspond à un environnement particulier. Et tu vas déterminer un prix qui correspond justement à cette force d'achat. Et quand il y aura des soucis, tu feras des promotions. Quand tu auras déjà un profit, tu pourrais aussi faire une promotion. Je passe. 4e, produit, place, le prix et la promotion. C'est product, place, price, promotion. Je peux passer? Donc, si nous voulons conclure, vous et moi, il s'agit d'un ensemble de forces que
coordonnés par le marketing que l'entreprise peut réunir pour atteindre ses objectifs. Donc, pendant nos réunions, si nous sommes tous en entreprise, nous allons réfléchir, vous et moi, à créer cette offre et à la concevoir selon tous les éléments que nous avons étudiés. Nous allons étudier l'ensemble des caractéristiques que nous avions citées par rapport aux consommateurs, au marché, à la psychologie, à la motivation, aux besoins, au pouvoir d'achat. Tous les éléments seront pris en considération dans notre réunion avant la création d'une proposition. Et lorsqu'on va créer une proposition, on pourrait partir au lycée et distribuer des échantillons et voir si les gens, quand ils prennent un échantillon, quel est le retour, le feedback, s'ils sont satisfaits, s'ils consomment, s'ils ne consomment pas. On pourrait demander à une personne de mettre un échantillon dans les grandes surfaces comme Marjane, Carrefour, une dame qui met un autre produit et on va voir si les gens passent ou s'ils viennent et ils consomment. On fera plusieurs tentatives et plusieurs stratégies pour voir si le produit est susceptible d'être vendu ou pas. Je peux passer? Oui? Donc la conception, la création, est-ce qu'elle est née à l'instant T ou il y a tout un process avant? On vient et on crée. Aujourd'hui, on va venir, on va créer. On va étudier, on va observer, on va faire des enquêtes, on va regarder le comportement de ce consommateur, on va étudier l'environnement, on va choisir un échantillon. C'est vraiment une étape primordiale avant d'arriver à l'étape de création. Lorsqu'on veut parler de création, d'abord on va venir tous ensemble. Sur notre table de réunion, on a des rapports d'observation, des rapports d'enquête. Et chacun de nous va ramener des informations et suite au partage de ces informations, nous choisirons la meilleure formule pour ce produit. Je peux passer? Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, les chapitres sont courts.